Voilà, et je passe la main au Alors, professeur Cornell. bonjour à tous, bienvenue dans cette, je ne sais pas combienième webconférence, je ne sais pas si quelqu'un compte, tient le décompte, non, personne tient le décompte, donc bienvenue dans cette webconférence. Donc, deux sujets aujourd'hui. Le nouveau décret sur les médecins coordonnateurs, c'est Gaël Durel, docteur Gaël Durel, qui va nous le présenter. Et après, on passera à un sujet d'actualité qui est la campagne de vaccination pour la grippe. On parlera aussi du VRS avec le docteur Chaplin. Et sur la grippe, on parlera surtout de comment on fait pour motiver les équipes à se vacciner avec un retour d'expérience du docteur Céline Hervé, qui est médecin coordonnateur. Gaël, à toi. Merci Annie. Alors, je vais mettre ma note. Je voulais juste refaire quelques précisions concernant la publication du décret du 4 septembre qui fait intervenir deux éléments majeurs. C'est la reconnaissance enfin de l'exercice des infirmiers, infirmières, coordonnateurs et coordinatrices, et puis des modifications dans les missions du médecin coordonnateur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pas- Excusez-moi, le souci avec... hein, il veut pas le lancer. Est-ce que éventuellement, je ne sais pas s'il est lourd ou pas, si, si ça bloque, n'hésitez pas à me l'envoyer et je pourrais le partager si vous le souhaitez. Sinon, bon, sinon je vais le... Oui, Donc, comme ça, si vous voulez, c'est pas grave. voilà. On voit en tout cas. D'accord, c'est bien comme ça, c'est pas l'idéal, mais donc c'était juste pour donc Juste, excusez-moi, il y a la fenêtre à droite qui cache une partie du texte. Ainsi, peut-être faire un recul. Voilà. Parfait. Merci. l'objet du décret, c'était donc de pouvoir reconnaître le rôle des infirmiers coordonnateurs et d'apporter des précisions sur le rapport annuel médical d'activité. Euh, Pour présenter ça, je voulais juste, mais rassurez-vous, ce sera rapide, donc faire un rappel historique montrant que depuis 1999, date d'entrée en vigueur des EHPAD avec un faire-part de naissance qui apparaît au journal officiel 27 avril 99, qui fixe le cahier des charges sur les recommandations sur la qualité de vie des résidents, des familles, les personnels qualifiés à travailler au niveau des EHPAD. Et apparaît donc pour la première fois donc le médecin coordonnateur avec des missions, fonctions et compétences fonctionnelles qui attendront 6 ans avant d'être définies au sein d'un décret qui apparaîtra le 27 mai 2005. Donc on voit bien que c'est une profession qui était débutante, donc peu connue de la part des ministères, de la part des ARS, et que 6 ans après, donc on nous donne les principales missions. On va passer rapidement sur les différents parcours, puisque de 8 missions, c'est arrivé à 10, 12, 13, puis 14 missions, progressivement dans le temps, jusqu'en 2005, où là, donc, on oblige chaque EHPAD à avoir un médecin coordinateur qui doit se former et qui doit répondre à 14 missions en 2019. Puis loi Valtou en 2023 qui apporte la possibilité aux médecins coordinateurs de devenir médecin traitant pour les résidents qui le souhaitent. Si vous voulez avoir tous les décrets multiples et autres, je vous ai mis là, donc je pourrais vous faire parvenir le diaporama. C'est pour montrer que ça nécessitait beaucoup de négociations, beaucoup de temps, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'interprétation de la part de certaines ARS, donc des temps nécessaires auprès des médecins traitants, pour comprendre ce qu'était le rôle du médecin coordinateur. Et donc,
lorsque le décret Valtou est paru, donc on a fait donc remonter au niveau du ministère qu'on était dans une situation qui risquait de créer plus de problèmes que de répondre à des solutions donc, dans les déserts médicaux, puisque de fait de proposer à tous les médecins coordonnateurs de devenir médecins traitants, c'était finalement leur retirer leur temps de médecin donc coordonnateur, puisqu'on sait bien que dès qu'on commence à mettre la main dans le soin, donc on a mis le doigt et donc le corps y passe entier. Pendant 2 ans, entre 2023 et 2025, on a eu des multiples réunions au niveau du ministère et quelques mois avant que le décret ne paraisse, on avait donc convenu d'avoir 6 blocs de mission qui restructuraient donc les 14 missions en 6 principales et pour lesquelles nous on demandait que le temps de suivi médical fasse l'objet d'un contrat spécifique à part, ce que l'Ordre des médecins continue d'ailleurs à demander aujourd'hui. Je vous en parlerai à la fin en répondant à vos questions dans ce cadre-là. Mais donc, ce projet-là n'a pas abouti et finalement, donc, plutôt que d'avoir une refonte totale du métier de médecin coordinateur, des 14 missions, on en a simplement supprimé une. Donc, le 6 septembre, date de parution du JO, et donc fait apparaître simplement la télécoordination, non pas comme mission, mais comme annexe donc, à ce décret. Je ne vais pas reprendre toutes les missions également. Donc qui, projet général de soins, admission, commission de coordination gériatrique, permanence des soins, évaluation dépendance et besoins en soins par GIRPATHOS. Tout ça, ça n'a pas changé. Les bonnes pratiques gériatriques, les évaluations, la bonne adaptation des impératifs gériatriques au niveau des médicaments, la liste des médicaments et politique de formation, ça non plus, ça n'a pas changé. Donc, ce qui a changé donc, dans le décret, c'est la suppression de l'élaboration du dossier type de soins. Donc, quand on leur a dit que 99% des EHPAD étaient informatisés, que le médecin coordinateur n'allait pas tous les ans demander une modification du dossier, en effet, ça n'avait plus beaucoup d'intérêt. Par contre, ce qui change donc, dans le décret, c'est l'apparition d'un RAMA national donc, qui fait l'objet d'un décret et qui est confié à la Caisse nationale de solidarité et autonomie. Donc, tous les ans, vous aurez donc un document à déposer sur la plateforme Galad, comme vous le faites actuellement au niveau des grilles GIRPATHOS quand vous faites votre validation quinquennale ou intermédiaire. Et donc, il remplit à des cadres particuliers en essayant, donc, sur la plupart des logiciels, de reprendre la majorité des informations au sein du logiciel pour qu'on n'ait pas, en tant que médecin co ou IDEC, à avoir besoin de faire des saisies manuelles. Alors, certains logiciels type NetSoin se sont totalement adaptés. On a eu pas mal de réunions avec eux au ministère et donc la réactivité est immédiate. D'autres logiciels plutôt sanitaires nécessitent encore beaucoup de temps de retranscription. Ça permettra d'avoir des repères donc, par région et selon les structures, selon le type de profil de résident, de pouvoir essayer d'améliorer certaines pratiques en comparaison à d'autres. Et normalement, c'est un outil d'amélioration des pratiques auprès des ARS. On verra comment est-ce que ce rapport sera utilisé donc, à l'avenir. Donc un point plutôt positif, plutôt que d'avoir des rapports qui ne servaient à rien et qui n'étaient jamais lus, au moins on aura un outil informatique qui permettra de simplifier les choses. Donc les deux autres missions n'ont pas changé. C'est-à-dire les conventions avec les établissements de santé dans le cadre donc parcours de soins et les liens territoriaux. La prévention, on l'a vu pendant le Covid, non plus n'a pas changé. Et puis donc les prescriptions médicales, donc c'est bien là où ça pose problème, puisque donc on nous demande de devenir médecin traitant, sans avoir toujours la qualification requise pour l'être. Dernière chose, donc, ça correspond à la liberté d'aller et venir, l'annexe du syndical, qui est une obligation dans votre évaluation externe. N'oubliez pas de noter que tous les 6 mois, vous faites bien une réévaluation des risques, contention et autres obstacles à la liberté d'aller et venir. Donc, dernier élément sur ce décret, c'est l'apparition donc officialisée de la possibilité de faire appel à un médecin télécoordonnateur. Mais là, donc avec ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on n'a pas du tout de décret. Et si on doit attendre 6 ans, comme on l'avait eu pour notre décret de médecin coordonnateur, entre-temps, on sait qu'il y a des sociétés qui proposent des services plus ou moins pertinents, donc avec absence de présence sur place. Et donc, une difficulté pour les équipes de savoir qu'est-ce qu'apporte vraiment cette mission donc, de télécoordination si elle n'est pas assurée selon
des règles strictes. Mais je pourrais répondre à vos questions par rapport à ça également. Donc, le dernier élément dans les missions qui ont été données, c'est qu'on introduit le nouveau diplôme interuniversitaire national de médecine de personnes âgées, donc, mais qu'on garde la formation continue, ce qui veut dire que donc, on a encore une possibilité de formation multiple. Les anciens diplômes qui restent toujours valables pour ceux qui sont titulaires, mais qu'on n'a pas voulu uniformiser la formation avec un diplôme interuniversitaire qui pourtant est développé dans toutes les facultés de médecine donc actuellement en France. Puisque l'attestation de formation continue, pour exemple, certaines formations proposent la maladie d'Alzheimer comme option dans le diplôme, ce qui nous fait un peu sourire quand on connaît la prévalence de cette maladie dans nos EHPAD. Deuxième point donc important, c'est enfin la reconnaissance donc de l'infirmier coordinateur. Les éléments, par contre, qui manquent à ce décret, c'est qu'on lui demande simplement d'être titulaire d'un diplôme d'état infirmier, c'est-à-dire donc pas d'autres compétences que celles que du diplôme infirmier et qu'il n'y a pas de décret qui fixe les modalités de formation, de rémunération. On lui dit simplement que dans l'article D 312-158.1, il a des missions particulières à apporter et finalement, on lui dit simplement, bah, il soutient le médecin dans les missions que je vous ai précédemment décrites. Et puis, il est sous la responsabilité d'un cadre de santé quand il existe. Donc, sans aucun lien fonctionnel avec le médecin coordinateur, il participe à la coordination d'équipes paramédicales, l'organisation et la qualité des soins paramédicaux et l'amélioration et la continuité de la qualité des soins. Ce qui manque, c'est donc de dire que si on ne peut pas avoir un trinôme entre la direction médecin co et IDEC, donc avec une supervision du projet de soins par le médecin coordinateur, puisque l'IDEC s'en extrait, ça peut, dans certains établissements, poser un problème particulier. Et l'absence de reconnaissance de ces fonctions autres que d'assistants crée également des difficultés d'appréciation selon les établissements. Un point sur les IPA qui n'apparaît pas dans le dossier et certaines ARS ont anticipé en créant déjà des conditions particulières pour savoir quelles étaient les missions qui pouvaient être accomplies par les IPA, par les IDEC en l'absence de médecin coordinateur. Pour répondre à vos questions, et puis déjà vous en donner quelques-unes, c'est-à-dire que nous, ce qui nous pose problème, c'est-à-dire qu'on ne définit pas le temps dédié aux soins. Un établissement de 100 résidents qui va demander à son médecin coordinateur d'être médecin traitant pour 50 résidents, il est à temps partiel, à temps médecin coordinateur, il devient médecin traitant à temps plein et il n'y a plus aucun temps dédié à la coordination. L'assurance d'un médecin coordinateur n'est pas la responsabilité civile professionnelle d'un médecin traitant. Et donc, je mets en garde tous les médecins coordinateurs qui accepteraient d'être médecins traitants sur un contact préalable avec leur assureur pour être sûr qu'ils sont assurés dans les actes de soins, assurant également la permanence de soins, puisqu'elle est définie en tant que médecin traitant. Je les invite à donc rappeler au Conseil de l'ordre qu'ils doivent, dans certains cas, bénéficier d'une reformation, entre guillemets, puisque s'ils ont exercé uniquement en tant que médecin coordinateur sans pouvoir montrer qu'ils continuent à prescrire au-delà de 5 ans, ils doivent passer un an avec un diplôme complémentaire pour être qualifiés en tant que médecin traitant. Enfin, en tant que médecin généraliste, avec une ambiguïté, puisque le médecin traitant n'est pas forcément un généraliste. Bref, on a eu des discussions importantes au niveau du Conseil national de l'ordre. C'est en cours de réflexion et la plupart des CEDOM vont demander à ce que les contrats soient soumis au Conseil de l'ordre pour savoir quelle est la qualification du médecin et comment va s'organiser son travail au sein de l'EHPAD, sous quelle supervision et comment s'articulera avec la médecine libérale la permanence de soins, puisque lorsqu'il est absent, c'est à temps partiel. Pendant ces temps de vacances, ces temps de formation, la nuit et les week-ends, qui assurera la permanence de soins si on a mis les médecins libéraux dehors? Au niveau des IDEC, c'était l'absence de diplôme reconnu, donc l'absence de décret fixant la rémunération spécifique, les liens fonctionnels et le rôle des IPA IDEC. J'ai voulu être assez bref pour pouvoir répondre le plus possible à vos questions. Je suis à votre disposition. J'ai une question, Madame Bonnet, Oui, allez-y, Madame Bonnet. directrice du centre hospitalier des Marches de Bretagne. Donc, on a 4 EHPAD. On est déjà confronté, et on va l'être de plus en plus, à la pénurie des médecins traitants de ville. Et je sais que notre médecin co suit des résidents au fur et à mesure que les cabinets médicaux ferment autour de nous. Donc ça, c'est déjà une réalité.
Après, ce qui me questionne effectivement, c'est le niveau de formation et quand il est en congé, voilà, j'ai plus de relais médical, en tout cas pour certains résidents. Et la deuxième chose, c'est que est-ce que vous avez une visibilité sur la rémunération? Parce qu'aujourd'hui, un médecin traitant passe par une carte, enfin, une visite, une consultation privée avec la carte vitale. Nous, on est en dotation de soins. Et c'est vrai que la place de cette mission prend de plus en plus de place dans son temps de cordi. Donc, c'était un peu mon interrogation. Alors, la deuxième question, je vais y répondre tout de suite. On a alerté la DGCS sur le fait que, en effet, la possibilité est laissée au médecin libéral qui serait médecin coordinateur d'être payé deux fois. C'est-à-dire qu'il est payé pour effectuer ses actes de prescription ou de renouvellement de traitement en tant que médecin traitant du résident sur ses heures de coordination, mais il peut les facturer doublement avec passage de carte vitale. Ouais, mais Donc, quand le médecin traite, enfin, s'il est salarié, s'il est ouais, c'est ça salarié, mon problème. Mm. s'il est salarié, c'est uniquement sur son temps de coordination. Ouais, donc en fait, je perds pour pallier en fait à des difficultés de médecine ambulatoire de ville, je rogne en fait sur le temps de coordination de mon médecin co. Ben, merci de pouvoir le dire en tant que directrice. Donc c'est en effet, donc on déshabille Pierre pour Paul. Ouais, et puis et pas rémunéré quoi. Enfin, je veux dire moi, voilà. Donc s'il est libéral, il est rémunéré deux fois. S'il est salarié, Ouais, mais moi les libéraux, je il ne perd du trouve temps. plus de Non, mais, libéraux. non, mais c'est Enfin, bien la difficulté, hein, c'est hum, en voulant cocher une case pour dire désormais il y aura des médecins traitants partout. On risque de ne pas trouver assez de médecins pour pouvoir être à la fois médecin coordinateur et médecin traitant. hum, Et que je vous dis attention aux médecins coordinateurs qui n'ont pas exercé en tant que médecin traitant et qui verraient leur contrat refusé par le Conseil de l'ordre. hum. Mais on pourra en Merci. reparler plus tard. Et donc vous me confirmez qu'il faut avoir un contrat avec mon médecin co particulier pour qu'il Oui, devienne médecin traitant. je vous invite à le signaler au Conseil de l'ordre. D'accord. Parce que oui, c'est vrai que l'ARS est au courant de notre situation, mais j'avoue que Mais le on pourra Conseil en de parler l'ordre, en privé si vous le souhaitez. Il n'y aura pas de problème. d'accord. Merci beaucoup. Merci Gaël. Je vois une autre question dans le chat. En l'absence de médecin co, qui envoie le dossier annuel via Galad? Euh, Il doit être validé par un médecin. Ça peut être partie d'un rôle de télécoordination. L'IDEC, bien évidemment, est associé à la rédaction du RAMA. Et comme pour aller sur la plateforme Galad, il faut une identification de médecin, il y aura automatiquement des droits accordés à un médecin. Soit un médecin de la structure, soit un médecin vacataire, soit un médecin télécoordonnateur. d'accord. Ah oui, donc l'histoire. Donc en l'absence, s'il y a une EHPAD qui n'a pas de médecin coordonnateur, faut qu'elle embauche, si j'ose dire, un télécoordonnateur, c'est ça? Légalement, elle ne peut pas avoir d'accès à la plateforme Galad, puisque c'est D'accord. réservé aux médecins. D'accord. Et tu peux nous. Enfin, alors j'ai peut-être raté un peu une partie de ta présentation, mais le médecin télécoordonnateur, tu Alors, peux nous en dire un peu plus sur le concept? médecin télécoordonnateur, c'est-à-dire on avait défini des critères qui ont été plus ou moins repris par certaines ARS. En l'absence de médecin coordonnateur, il faut que l'établissement puisse montrer qu'il est dans une recherche active de médecin coordonnateur, qu'il prévienne l'ARS de sa difficulté à trouver un médecin coordonnateur et que pendant le temps d'absence de médecin, on peut assurer certaines missions en télécoordination. Donc c'est un médecin coordonnateur, mais encore une fois, le décret ne le précise pas. Mais normalement, il faut que c'est un médecin coordonnateur qui normalement a été déjà exercé au sein d'un EHPAD et qui va consacrer en télécoordination. Ce ne sera pas une téléconsultation. Il n'aura pas, lui, par contre, de rôle de médecin traitant. Assurera les missions du médecin coordonnateur à distance sans que l'on puisse définir combien de temps il doit passer dans l'EHPAD. Donc nous, on a demandé au niveau national à ce qu'il y ait au minimum un passage mensuel dans l'EHPAD, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des sociétés de télécoordination qui proposent de la télécoordination à distance, voire même à l'étranger, quoi. Donc, euh, donc, vous êtes vos doigts de pied dans la piscine de votre riad au Maroc, et puis vous faites de la télécoordination dans l'EHPAD dans le Limousin ou dans le Finistère.
D'accord, donc du coup, vous avez les accès pour Galad et vous appelez l'infirmière coordonnatrice pour savoir ce qu'il faut écrire dans les cases. Voilà. Donc, C'est alors, celui, intéressant. donc, Ça m'intéresse pour ma retraite. alors, Euh, ce qui nous pose problème, c'est qu'on ne reconnaît pas le rôle prépondérant donc, de l'évaluation gériatrique, donc, qui nécessite quand même un temps avec les soignants, le temps avec les familles, la problématique des fins de vie, les problématiques éthiques qui se passent, la problématique de réseau, donc de proximité. Donc, quand on ne connaît pas les personnes avec qui on travaille, c'est un peu plus difficile à gérer. Finalement, là, encore une fois, on coche des cases et ça, tout le monde a l'air d'être content par rapport à ça. Que ça puisse aider beaucoup d'EHPAD, c'est sûr, et qu'on n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas de médecin télécoordinateur, mais que ce soit donc un peu plus régenté, et dans quel cadre est-ce qu'on le fait fonctionner. Et qu'on oblige à avoir une présence au moins une fois par mois au sein de l'EHPAD pour qu'ils rencontrent les équipes, qu'ils puissent rencontrer le CVS, qu'ils puissent rencontrer la direction, autrement que par écran interposé. et donc, en pratique, pour toi, c'est quoi les missions qui sont efficacement remplies par un médecin télécoordonnateur? L'admission peut bien sûr être faite donc, comme elle se fait sur dossier par via trajectoire, donc Hmm. nécessite pas forcément la présence du médecin sur place. Donc, D'accord. coordonner une évaluation génétique standardisée, ça me semble impossible. Donc, quand on ne connaît pas la manière dont c'est passé au niveau des équipes. Tous les programmes donc, de prévention, donc, gestion des risques, des soins, donc, les protocoles, ça, honnêtement, ils peuvent être faits donc, à distance. Mais c'est donc la formation du personnel, l'accompagnement du personnel, où là, ça nécessite une présence sur place. Donc, on a défini quelques missions qui pouvaient être mises en place. Les ARS les ont suivies ou pas, ça dépend des régions. Euh, donc, on attend le décret qui devrait normalement définir ce qui peut être fait en donc, présentiel, ce qui peut être fait en distanciel et ce qui ne peut pas être fait en télécoordination. D'accord. Madame Roussel, là. Voilà. Docteur Roussel. Merci, Mme Corvol. Ouais, donc, médecin co dans 2 EHPAD. Je te rejoins, Gaëlle. Sur le sujet des admissions, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, moi, je suis médecin co dans 2 établissements. On ne va pas donner forcément le même avis pour les mêmes enfin, pour les établissements, pour un même dossier. Donc, ça nécessite quand même que le coordonnateur doive connaître parfaitement le fonctionnement de l'EHPAD dans lequel il donne un avis. Donc, en effet, s'il n'y va pas et je ne sais pas trop comment ça peut se passer, cette histoire. Et les protocoles, etc., je voyais Céline Hervé qui hochait la tête. C'est pareil, on peut toujours tous signer des protocoles standardisés d'hygiène des mains, etc. Mais on sait très bien que après tout passe dans l'appropriation par les équipes, le suivi, les accompagnements, qu'on ne fait pas forcément. Mais on est quand même là pour épauler l'IDEC, les infirmiers, les aides-soignants dans leurs bonnes pratiques. Donc, en fait, je dirais que les missions, elles peuvent se décliner, mais sans avoir une bonne connaissance de l'établissement et du contact avec les équipes et du travail qu'on fait, c'est vrai que ça paraît risqué en tous les cas pour celui qui voudra faire que de la télécoordination à partir de son transat dans son riad. C'est pour ça qu'on attend avec impatience la publication du décret. On a donc demandé des nouvelles réunions pour leur dire donc s'il n'y a pas d'implantation locale, donc attention danger et attention à des sociétés qui ne pensent qu'à faire du commercial, quoi, qui facturent de manière extrêmement élevée les prestations sans forcément bien payer les médecins. Donc, mais par contre, la structure, elle, facture 3 fois le prix de présence d'un médecin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette présentation? Alors, moi, j'ai une dernière question pour voir si j'ai bien compris. En termes de formation du médecin coordonnateur, j'ai l'impression que c'est très... faut qu'il y ait une formation, mais ça peut être n'importe quoi, ou j'ai pas très bien... ou j'interprète un peu trop ta diapositive. Le Collège national des professionnels de gériatrie a interpellé le ministère pour leur dire que donc on a créé un diplôme national donc et qu'il était quand même dommage que ce diplôme-là n'apparaisse pas. Alors il apparaît, mais on a gardé donc une attestation de formation continue. Mais attestation de Donc, formation, ça veut rien dire. Enfin, ça peut être n'importe quoi. c'est donc un week-end à Thalasso et pour lequel il y a eu une petite conférence donc entre 16h et 17h. Sur l'Alzheimer. Et optionnel. Merci, docteur Roussel. Ouais, je veux bien compléter pour les IDEC et le décret. Moi, je trouve que c'est bien le minimum, ce qui est apparu sur les 5 missions où on travaille plus en collaboration. Je pense qu'on travaille tous de la même façon avec nos collègues coordonnés des soins ou IDEC, ça dépend de nos établissements. Et on les a formés, comme toutes nos équipes, pratiquement sur
toutes nos missions. Alors, certaines restent expertise, mais c'est vrai que c'est souvent, on est sur des temps de travail très courts, les uns les autres. Hein. Je pense qu'on est très, très peu, voire aucun, à avoir le vrai temps de travail par rapport au nombre de résidents, hein, qui est aussi réglementaire. Donc, on est largement en dessous. Et c'est grâce au travail qu'on fait avec les équipes et qu'elles font. Donc, les 5 missions qui ont été, je crois que c'est 3 ou 4, enfin 4 ou 5, je ne sais plus, Gaël, ont été identifiées là. C'est bien, mais en fait, ça touche pratiquement tout le champ de notre mission et tout le travail passionnant qu'on fait avec toutes les équipes. Donc, il était temps que ça arrive aussi pour eux, pour qu'elles aient une reconnaissance. Par contre, c'est dommage, en effet, qu'elles n'aient pas une formation diplômante ou autre qui valorise. C'est quand même bien embêtant. Quand il n'y a pas de médecin co particulièrement, je dirais. Mm. Mm. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Moi, j'ai des commentaires. J'ai un Alors, commentaire. commentons. Commentons. Donc, effectivement, moi, je suis médecin co depuis près de 10 ans maintenant, un peu plus. Je trouve que par rapport à la télécoordination, je pense que ça peut être une vraie aide, en fait, quand même, pour certains EHPAD, notamment quand ils sont au moment de la coupe pathos. Voilà, ça leur permet de pouvoir déposer la coupe pathos. La coupe pathos, effectivement, ça permet, on peut le faire à distance avec une bonne connaissance du fonctionnement de l'établissement. Mais voilà, on sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des médecins pathos, hein, qui sont spécialisés dans la coupe pathos, qui interviennent juste ponctuellement. Voilà, je me dis, ça change pas grand-chose par rapport à la télécoordination, en tout cas sur cette mission-là. Voilà. Après, clairement, il faut pouvoir travailler en collaboration étroite avec l'infirmière coordinatrice et ou l'IPA. Voilà. Après, sur les évaluations gériatriques standardisées, moi, j'en fais pas forcément de façon systématique à l'ensemble des résidents du tout, parce que je n'ai pas le temps. Et je trouve que elles peuvent être très bien faites soit par une infirmière parcours, soit par un IPA quand on en a un, soit par une infirmière formée, hein, ou voilà. Et je pense qu'il est important de pouvoir effectivement rencontrer les équipes au préalable, hein, dans la télécoordination, mais ça ne répondra pas à l'ensemble des missions, mais ça peut être quand même une bonne aide, hein. Et je pense que comme tout le monde, on a tous été approchés pour faire de la télécoordination. Voilà, je n'en fais pas, mais c'est quand même quelque chose qui me semble être, en tout cas, peut-être, alors peut-être pas un métier d'avenir, hein, c'est pas ça, mais peut-être qu'on peut le faire autrement que sur le bord de sa piscine au Maroc. Non, mais je pense que c'est une aide mais attention au fait que s'il n'y a plus de médecins dans l'établissement, donc ça veut dire qu'on va considérer qu'il n'y a plus besoin d'avoir de lien avec les résidents, les familles et les équipes, qu'un IPA suffira donc, et qu'on va donc, pour moi, dénaturer donc, l'aspect donc, des compétences gériatriques qu'on apporte au sein de la structure. Donc, Je sais sans bien, Gaël, mais présence tu donc, sais, sur tu sais place. très bien Donc, qu'il y a beaucoup d'EHPAD où en fait il n'y a pas du tout de médecin en oui, fait. oui, mais donc ça, c'est donc répondre à la pénurie par moins. Donc ça veut dire qu'on arrivera à un moment donné, donc les vieux n'auront plus besoin de médecins. On veut dire que finalement, ils peuvent donc rester dans des EHPAD sans avoir besoin d'évaluation médicale. Un infirmier donc suffit, donc et à distance, on supervise. Je pense pas que ça apporte une amélioration de la qualité. C'est une mise en danger. Et que on voit bien que dans beaucoup d'établissements, donc des directions ne font plus appel à des recrutements, Ça, c'est sont très contents de ne pas avoir de médecin coordonnateur. Ça simplifie donc l'économie. les protocoles, les procédures. Donc, c'est-à-dire que finalement, on travaille mieux sur médecin comme on l'avait fait auparavant. Donc, pendant 25 ans, donc, on a essayé de montrer qu'il y avait un plus et qu'on pouvait apporter une amélioration des pratiques. Et là, on nous dit finalement, donc, mettez un IPA et donc, avec un contrat avec un médecin télécoordinateur qui ne sera pas sur place, vous aurez la même chose. On verra, mais je pense qu'on va perdre en qualité. Mais en effet, une bonne chose, mais c'était simplement là, aujourd'hui pour prévenir donc les établissements qui pouvaient faire appel, essayer d'avoir une certitude que votre médecin coordinateur sera présent un minimum de temps dans votre établissement pour pouvoir rencontrer les équipes. Moi, j'ai encore une autre question par contre sur le RAMA.
Donc la mise en place du RAMA, ce sera quand sur Donc, Galad? on fera une webconf dédiée. Donc Je pense que 2026, quoi. mais ce sera 2026, donc l'obligation. Et donc, pour ça qu'au début d'année 2026, je vous présenterai les éléments qu'il faudra mettre en place directement dedans. Et 2026 sera une année test pour les EHPAD. Et à partir de 2027, les résultats seront. Enfin, la demande sera généralisée pour tout le monde. Et on en reparlera donc premier trimestre 2026. Merci. Alors, est-ce que Jean-Marc Chaplin nous a rejoint? Oui, il est là, je l'ai aperçu. Il est là. Où es-tu, Jean-Marc? Donc, il est reparti. Ah, Non, je suis alors, là, non? ah, Là. tu es là, formidable. Donc, tu es là et le docteur Hervé est là aussi. Dans quel sens est-ce que vous préférez intervenir? Déjà, merci beaucoup, docteur Hervé, là, de participer à ce petit point d'actualité. Oui, je pensais, bon, j'ai quelques dias, un peu d'introduction, et puis j'arrive un petit peu sur la grippe, et puis après, on peut peut-être, Donc, si ça ouais, vous va, on docteur commence par Hervé, toi et après on passe au Très bien. docteur Hervé pour la mise en pratique. ouais, bon, bah Merci. super. Si je peux partager mon écran, oui, je Ouais, pense. c'est bon. Euh, Voilà, donc effectivement, l'idée c'était de faire un petit point VRS, un peu de Covid, et puis surtout de concentrer un peu la session grippe avant la session, avant la saison, par l'expérience du docteur Céline Hervé. Donc on va essayer de se partager le temps. Je vais essayer de pas trop en prendre parce que je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est l'expérience de la Fondation Saint-Hélier. Donc, je vous avais déjà présenté en juin, avant l'été dernier, les actualités avec le nouveau calendrier vaccinal, hein. Effectivement, on avait parlé du pneumocoque et du vaccin anti-zona. Et puis là, l'idée, c'était de refaire un petit point sur le VRS, hein, qui est l'acronyme pour virus respiratoire syncytial, hein, donc un virus à tropisme respiratoire. Donc là, on est effectivement dans cette famille de virus, hein, laquelle on peut aussi voir la grippe, bien sûr, et puis la Covid, avec toujours des modalités de transmission qui sont très importantes. Parce que déjà d'une part respiratoire, mais pas seulement, hein, on a quand même une transmission par contact, ce qui rend parfois les mesures difficiles à mettre en œuvre quand on est dans une situation épidémique et le virus arrive à vraiment utiliser toutes les failles possibles dans le geste barrière pour effectivement assurer une transmission interhumaine. Donc c'est toujours des épidémies, surtout dans des milieux collectifs, hein, que ce soit dans le médico-social, mais aussi on le voit au CHU en hospitalisation, toujours très difficile à contrôler, qui nécessite la combinaison de plusieurs mesures, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc là, juste très rapidement, vous montrer que le VRS donc cette infection respiratoire chez les personnes âgées de plus de 60 ans, représente un fardeau important. Vous voyez, avec des données de plus de 25 000 hospitalisations sur une année, avec en 2019 et avec plus de presque 2000 décès. Le profil, là, je vous ai mis le profil épidémique d'une épidémie de 2017-2018, mais elle se superpose, hein, d'une année à l'autre, hein. Donc, si vous voyez effectivement la première courbe, hein, ça démarre souvent, hein, par des infections à VRS, qui interviennent avant le début de l'épidémie de grippe. Et ce qui était à noter, c'est qu'on a souvent une co-circulation de VRS et de grippe, ce qui rend, bon, bien sûr, ce qui amplifie, hein, les phénomènes épidémiques, et ce qui peut considérablement augmenter le nombre de personnes, de résidents, de patients atteints
par ces virus. Là, je vous ai juste mis une comparaison sur les présentations finalement de gravité dans ces infections par rapport. Donc là, il y a le VRS, hein, c'est la colonne en rouge, et la grippe, c'est la colonne en bleu. Et on voit bien que finalement, les patients qui sont les plus fragiles sur le plan respiratoire vont faire des formes beaucoup plus sévères avec le VRS qu'avec la grippe. Et également, on le retrouve aussi chez des patients qui sont immunodéprimés, en sachant qu'il faut toujours considérer la personne âgée comme potentiellement intrinsèquement, je dirais, immunodéprimée. On voit aussi que les présentations cliniques sont beaucoup plus graves avec le VRS. Une information à retenir aussi sur une étude qui avait été publiée il y a quelques années, mais qui est toujours importante à considérer. C'est vrai que ce n'est pas tant l'infection virale que ce qu'elle entraîne comme conséquence chez les personnes, chez les patients, avec clairement une augmentation de l'incidence des infarctus du myocarde après des infections virales, beaucoup plus sur la grippe que chez le VRS. Et finalement, c'est vrai que les motifs d'admission à l'hôpital, d'hospitalisation, de décompensation ou d'aggravation finalement d'une comorbidité sont extrêmement fréquentes et redoutables chez les personnes déjà fragilisées. Il faut donc de fait être vigilant quand une personne fait une infection respiratoire virale, qu'elle soit la grippe ou le VRS, avec ce risque d'infarctus qui est considérablement majoré dans la semaine, dans l'année qui peut suivre cette infection. Donc, il y a toujours une vigilance à avoir sur la décompensation de ces comorbidités. Alors, les vaccins contre le VRS, on en a 3 maintenant qui sont disponibles en France, avec des efficacités qui sont tout à fait comparables, mais avec actuellement l'absence de remboursement pour vos publics, en fait, puisque la seule prise en charge qu'on a aujourd'hui, c'est avec un vaccin chez les femmes enceintes. Mais sinon, pour l'instant, l'ensemble des vaccins n'est pas agréé, n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ce qui rend leur diffusion pour l'instant relativement limitée à des indications, je dirais, individuelles. Les comorbidités, je les ai rappelées là, c'est juste voilà, pour l'avoir dans le diaporama, hein, c'est rien de nouveau, hein, c'est l'immunodépression, les maladies cardiovasculaires, pulmonaires bien sûr, mais aussi toutes les défaillances rénales, hépatico-hématologiques qui vont effectivement correspondre à une indication de ces vaccins. Et puis, de façon un peu plus d'approche populationnelle, toutes les personnes qui vont résider dans les EHPAD ou dans les établissements de soins de longue durée qui vont correspondre finalement à l'indication de cette vaccination. Alors, le vaccin, donc, il a été effectivement validé par une publication de l'ARS au printemps dernier, donc avec cette recommandation hein, de vaccination donc chez les personnes de plus de 65 ans avec comorbidité. Et avec donc des vaccins qui peuvent être. Alors, la différence hein, par rapport aux vaccins de la grippe et de la Covid, c'est qu'on peut espérer avoir quand même une durée d'efficacité qui soit plus prolongée que la Covid ou que la grippe, hein, avec 2-3 ans d'efficacité, mais ça devrait être précisé par des recommandations à venir, donc ce qui quand même voilà, est une relative bonne nouvelle. Et puis avec des vaccins, en tout cas, il y a 2 formulations commerciales qui peuvent être co-administrées avec les autres vaccins. Abrysvo qui peut être co-administré avec les 2 autres vaccins grippe et contre le Covid. Et puis Arexvy qui, lui, peut être uniquement co-administré avec celui de la grippe. Donc, c'est une injection intramusculaire qui ne pose pas de difficultés particulières. Dans l'extrait, effectivement, dans la réglementation et dans l'AMM du vaccin, on a donc cette indication
pour les personnes âgées de plus de 18 ans et la prévention des maladies respiratoires, mais pour l'instant, l'absence de remboursement, l'absence d'agrément collectivité. Donc là, c'est un extrait qui date du 10 septembre, hein, tout récent, mais des demandes sont à l'étude. Alors bien évidemment, on va arriver trop tard pour cette année, pour cette période hivernale, mais on espère, enfin, il est fort à parier en tout cas que cet agrément pourra être publié dans le courant de l'année prochaine pour pouvoir proposer cette vaccination dès la saison hivernale 2026-2027. Toujours ne pas négliger, hein, dans les campagnes de vaccination les effets secondaires. Hein, il ne faut pas les... voilà, je trouve que c'est important, hein, d'informer les patients, les familles. Hein, il ne faut pas les nier, surtout qu'on a quand même 2 vaccins, hein, sur RXV et Mrezvia qui présentent quand même des fréquences d'effets secondaires, alors qui restent parfaitement bénins. On a toujours la triade myalgie, céphalée, arthralgie, mais qui peut être quand même relativement, et douleur aussi d'injection, qui peut être quand même relativement fréquent. Donc, il faut quand même un petit peu prévenir les patients et leurs familles des éventuels effets secondaires qui restent, bien sûr, pour ces 3 vaccins, parfaitement bénins et absolument sans aucune séquelle. Donc voilà, pour le VRS, je ne vais pas aller plus loin parce que finalement, l'absence de remboursement fait que son indication sur des publics en médico-social est quand même voilà, extrêmement restreinte finalement à quelques situations individuelles et sous prescription médicale. Mais il faut que le patient paye son vaccin. Un mot sur le Covid, hein, pour vous dire qu'on a quand même une recrudescence récente de l'incidence sur la Bretagne la fin août, courant septembre. Donc, on rappelait quand même que ces épidémies, cette transmission, cette circulation de la Covid est encore, hein, on l'a vu, nous, dans le service, et puis on l'a vu aussi en gériatrie. Aline, hein, tu pourra effectivement témoigner. On a quand même voilà, des hospitalisations, des décompensations respiratoires, toujours ces décompensations de comorbidité, donc des patients qui sont hospitalisés pour des soins, et puis encore, hein, on a de la transmission nosocomiale. Donc, pour vous dire que ça reste quand même des épidémies relativement actives et source quand même de gravité chez les patients nécessitant un recours à l'hôpital. Donc, on rappelle que la vaccination, c'est 3 mois après la dernière infection à Covid-19, hein, pour le vaccin, ou 6 mois après la dernière vaccination. Et juste pour vous dire aussi que les vaccins Comirnaty ont été adaptés. Hein. Vous savez qu'il y a une évolution de variants du virus finalement au fil du temps. Et que ça a été pris en compte, hein, sur les dernières générations de Comirnaty qui normalement sont à disposition pour la campagne vaccinale de cet hiver. Pour la grippe, rien de neuf, juste pour vous dire que sur le bilan 2024-2025 de l'hiver dernier, elle a été très précoce, puisqu'on a, je me souviens, eu des cas dès le mois de fin octobre, début novembre, ce qui est quand même très très précoce. Habituellement, on est plutôt sur mi-décembre, voire parfois quelques années début janvier. La durée a été relativement longue, hein, sur 3 mois, avec une intensité qui a été très élevée, beaucoup de motifs de consultation pour syndrome grippal, beaucoup d'hospitalisations aussi, avec un impact en termes de mortalité qui a été quand même supérieur aux années précédentes, des co-circulations virales, et puis des couvertures vaccinales, hein, qui restent relativement faibles. À peu près la moitié des personnes de plus de 65 ans, et puis on voit qu'elle est beaucoup plus faible dans les personnes de moins de 65 ans qui peuvent représenter des foyers de circulation virale, notamment chez les personnes qui vont rendre visite aux résidents qui peuvent la transmettre. Et on sait aussi que chez les enfants, c'est des virus qui circulent de façon extrêmement rapide de par les regroupements tous les jours dans des lieux fermés que sont clos, que sont les classes dans les écoles, les collèges et les lycées, qu'après cette transmission et ce bain et ce temps passé de plusieurs heures dans la journée, les enfants retournent chez eux et peuvent ainsi contaminer les parents.
Donc des phénomènes épidémiques liés à l'organisation sociale qui sont tout à fait classiques, mais qui font en sorte que ces épidémies sont quand même très actives chaque année, chaque hiver. Là, je vous ai juste mis la dernière diapositive, c'est un peu les taux de vaccination donc au CHU de Rennes. Donc, bien sûr, ce n'est pas à comparer avec vos structures, mais voilà, à titre un petit peu indicatif, on a 30% des personnels hospitaliers à l'hôpital qui font la vaccination, qui ont fait la vaccination l'année dernière en 2024-2025. Je vous ai mis ce travail-là, à comparer les chiffres au niveau national dans les centres hospitaliers. Vous voyez qu'on est autour de 20%. En Bretagne, on est un peu mieux, à 27%. Les autres CHU, c'est pas mieux, 18%. Donc, bon, on peut dire que c'est pas mal. Au CHU de Rennes, on est quand même relativement bien vaccinés. Vous voyez quand même qu'il y a presque la moitié des médecins qui ne sont pas vaccinés, sans non plus les pointer. Il faut vraiment être vraiment raison gardée, mais c'est vrai qu'il y a les aides-soignants, aides-soignantes sont quand même assez faiblement vaccinés quand on sait que c'est effectivement un métier qui est très en contact très proche avec les patients. Il y a vraiment un réel travail à faire au niveau de ce public-là. Mais vous voyez, tout le monde a aussi des efforts à faire, que ce soit au niveau infirmier, mais aussi au niveau médical. Donc voilà, et puis merci beaucoup Céline, Hervé, parce que je pense que l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi partager cette expérience-là et que vous avez. Donc vous aviez pu effectivement dire quelques mots quand on avait fait effectivement un focus grippe en février dernier. Bon là, du coup, l'idée, c'était que vous puissiez un peu plus entrer dans les détails justement de votre stratégie de vaccination dans votre établissement. Alors, je vais arrêter de partager parce que je pense que vous avez aussi un diaporama. Oui, j'ai fait effectivement un petit diaporama que je peux. Voilà, que le cap, voilà, parfait. Donc concrètement, là, l'objectif, c'est de vous partager l'expérience là de 10 ans de prévention vaccinale, donc notamment au sein des Jardins du Castel. Donc moi, je suis médecin coordonnateur dans 2 établissements actuellement, donc au Jardin du Castel à Châteaugiron et à la résidence Saint-Hélier, donc Fondation Saint-Hélier à Rennes. Depuis 7 ans sur Saint-Hélier. Donc, c'est 2 établissements complètement différents. Sur l'EHPAD de Châteaugiron, et on le verra sur la 2e diapo. Oui, voilà, merci. Donc là, ce graphique, en fait, ça montre vraiment l'évolution du taux de vaccination antigrippale et chez les résidents et chez les professionnels les 10 dernières années. Donc, en rouge, vous avez la courbe chez les professionnels. Donc, clairement, on constate un pic du taux de vaccination à 68% en 2020, donc l'année du Covid. Et les résidents, on a un taux de protection autour de 95-96% de façon continue depuis 10 ans. Donc, vraiment, moi, la mission que j'ai prise, pour le coup, à bras-le-corps, parce que c'est vraiment, oui, ça faisait partie des objectifs et ça a été vraiment en lien avec l'infirmière hygiéniste avec qui on travaillait très, très bien à l'époque. Donc, en 2014, notre objectif, c'était vraiment d'augmenter le taux de vaccination chez les professionnels. Donc, on est passé de 20% progressivement à 40-45%. Et effectivement, le pic de Covid, une nouvelle baisse. Et puis, depuis 2 ans, on tourne autour de 61% à peu près. Voilà. Donc, sur Saint-Hélier, j'ai pas mis les chiffres, mais sur Saint-Hélier, il y a donc une autre organisation, pareil avec une infirmière hygiéniste qui est très présente et qui connaît parfaitement les équipes. Moi aussi, je connais parfaitement les équipes. À Châteaugiron, on connaît très bien les équipes. Je connais parfaitement. Enfin voilà. Et en fait, la motivation principale,
c'est vraiment le contact auprès des équipes, aller vers les professionnels pour les inciter à se faire vacciner, rappeler sans avoir un discours trop moralisateur, parce que c'est ça, hein, le risque, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment bien insister sur ces leviers, c'est-à-dire la protection individuelle, mais aussi à leur domicile, hein, pour essayer de casser cette chaîne de transmission, qu'elles puissent se protéger elles-mêmes d'un arrêt de travail, hein, en cas de grippe. Souvent, la grippe intervient à un moment en hiver, notamment quand il y a l'épidémie de gastro, quand tout le monde est un peu fatigué. Donc voilà, il y a une désorganisation de service. Et même si vous n'êtes pas malade, voilà, vous subissez les conséquences en fait de vos collègues. Donc vraiment, je pense que les équipes, notamment à Château-Giron, ont été ont accueilli en tout cas ce discours-là de façon très positive et sont motivés à se faire vacciner. Je veux bien qu'on passe sur la diapo suivante. Donc concrètement, ce qu'on a mis en place, et aussi c'est ce qui est fait sur Saint-Hélier, ce sont des communications. Donc la communication en amont de la campagne vaccinale. Donc il y a un message général qui est fait auprès des professionnels. Donc par mail, par voie d'affichage, par courrier, sur l'ouverture de la campagne, sur le rappel sur la gratuité du vaccin et sur l'organisation de celle-ci. L'idée, c'est d'être le moins contraignant possible pour les professionnels, et vraiment que les infirmières donc de la structure puissent se rendre disponibles généralement après les soins du matin. Donc ça va de 10h, 10-11h, en fait 11h, jusqu'à tard le soir, jusqu'à l'équipe de nuit. Et en fait, pour éviter la contrainte de la prise d'un rendez-vous, voilà. Donc on multiplie et les rappels auprès des équipes. À Château-Giron, les infirmières n'hésitent pas à rappeler individuellement les équipes, les professionnels, pour leur dire, écoute, voilà, là tu ne t'es pas fait vacciner, viens, je te sors le vaccin et viens. Et ça marche très bien en fait, de vraiment d'aller sur ce côté individuel auprès des professionnels. Sur Château-Giron, ce qui est mis en place, et depuis 10 ans également, c'est en plus de cette communication, il est demandé aux professionnels de motiver leur refus en fait de vaccination. Donc seuls les professionnels qui ne souhaitent pas se faire vacciner envoient un message, et non pas à moi, hein, mais à la direction. Donc et ça, pour le coup, je pense que c'est important. On est parti du même principe que je suis donneur d'organes, voilà. Donc tout le monde, tous les professionnels se font vacciner, sauf ceux qui ne le souhaitent pas et qui émettent leur avis. Voilà. Après, sur les actions concrètes, ce qu'on a mis en place, donc pour les professionnels, c'est vraiment cette facilité en fait, et le fait d'aller vers les professionnels pour les inciter, tout en essayant d'avoir une communication pas trop moralisatrice. Et ça, c'est vrai que j'évite, hein, mais c'est l'écueil, hein, souvent. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Sur Saint-Hélier, il y a une enquête en 2023, et je trouve que c'était intéressant que je vous la montre en fait, sur les freins et les motivations à la vaccination antigrippale. Donc, qui a été faite et chez les professionnels de l'EHPAD, mais également chez les professionnels de l'établissement sanitaire de Saint-Hélier. Donc, leur principal motif de refus, c'est de se dire que la vaccination antigrippale, elle n'est pas obligatoire. Donc, je ne vois pas pourquoi elle sera imposée. Donc, bon, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, nous.
hormis de faciliter effectivement la communication. Et dans les leviers qui ont été identifiés sur Saint-Hélier et qui sont appliqués, c'est aussi la communication via un spécialiste vaccination sur une présentation pour bien expliquer à l'ensemble des professionnels, les indications à la vaccination, comment est fabriqué le vaccin, parce que c'est vraiment une des questions des professionnels, c'est de se dire, le vaccin, ok, il est fabriqué 1 an, voire 6 mois à l'avance sur les souches prépondérantes dans l'hémisphère sud, mais comment on peut savoir que ça va être cette souche qui va sortir au moment de l'épidémie chez nous? Enfin, elles ont besoin d'avoir ce genre de réponse et voilà, et de dire que parfois, oui, ça va être, c'est un pari aussi, et ça explique aussi que parfois, le vaccin n'est pas complètement efficace. Voilà, sur la diapo suivante, et je crois qu'après c'est quasi fini. Voilà, sur les freins et leviers à la vaccination, donc on va commencer par les leviers qui sont identifiés. Il est important et indispensable que l'équipe de direction, notamment dans les EHPAD, soit exemplaire dans la vaccination. Il est évident que si la direction ne se vaccine pas, si le médecin co ne se vaccine pas, si les cadres ne se vaccinent pas, vous allez avoir un taux de vaccination catastrophique. Donc, il est important de pouvoir montrer l'exemple et d'être convaincu soi-même. Et comme ça permet aussi d'avoir un discours convaincant. Voilà, moi, c'est vrai que j'insiste énormément sur les recommandations, notamment dans la sphère personnelle aussi, parce que voilà, l'idée, c'est aussi de connaître les professionnels et savoir qui a eu un bébé, qui est grand-mère, qui a des jeunes enfants à proximité, à domicile, et ça permet d'adapter notre discours et de pouvoir les inciter à se faire vacciner. Et ça, pour le coup, ça fonctionne. Voilà. Et puis les freins, on en a parlé. Donc, c'est vraiment de combattre ces idées fausses et de pouvoir leur dire que c'est pas parce qu'elles disent oui pour la vaccination pour la grippe qu'elles vont dire oui à la vaccination pour tout, qu'elles ont le droit de changer d'avis, mais voilà, qu'elles œuvrent pour leur intérêt individuel, mais aussi pour le collectif, et que c'est aussi un acte citoyen. Enfin, voilà, c'est vrai que moi, j'avais accès il y a quelques années, il y a 5 ans, je pense, il y a longtemps, peut-être un peu avant le Covid, le discours là-dessus, sur la vaccination contre la grippe, c'est aussi un acte citoyen pour casser cette transmission et éviter la désorganisation des services, notamment sur l'hiver. Et c'est vrai qu'elles étaient plutôt sensibles à ce discours-là. Voilà, et puis ce dont je n'ai pas parlé dans les freins identifiés, mais il est important d'identifier les leaders négatifs. Essayer de... c'est pas bien ce que je veux dire, mais c'est essayer en fait vraiment de bien les identifier pour limiter le discours, en fait, la propagation qu'ils peuvent faire sur le discours contre la vaccination. Donc, par exemple, quand il y a... Moi, je sais que, voilà, il y a quelques années, une des cadres ne souhaitait pas se faire vacciner. Je lui ai demandé C'était son choix personnel, on a essayé de discuter, etc., mais de ne pas en parler aux équipes, ce qu'elle a fait. Et au final, elle a fini par se faire vacciner. Voilà, essentiellement sur mon expérience. Après, c'est vrai que donc il y a eu tout un travail avec l'ARS sur un groupe de travail depuis l'année dernière auquel j'ai participé pour inciter justement les professionnels des établissements médico-sociaux à se faire vacciner. L'idée
d'une action en faveur des résidents a été retenue pour l'année pour 2024. Donc, c'est vrai que je crois qu'il y a eu un message pour les directeurs de la part de l'ARS il y a un petit mois pour vous inscrire hein, si vous le souhaitez. Mais voilà, il faut effectivement dans ces cas-là pouvoir avoir une augmentation de son taux de vaccination de 20%, je crois, parce que les objectifs nationaux hein, sont de 70% de taux de vaccination pour la grippe chez les professionnels. Et on en est tous loin. Hein. Voilà, donc en conclusion, la politique vaccinale, il faut qu'elle soit incitatrice hein, au sein de l'EHPAD. Et puis, cette exemplarité hein, de l'équipe de direction pour, voilà, comment ça se passe ça se passe en responsabilisant hein, les professionnels par rapport à leur vulnérabilité personnelle, mais voilà, en évitant bien sûr d'avoir un discours trop moralisateur. Voilà. Pour le partage de mon expérience, après, moi, je peux répondre éventuellement à des questions, hein, mais voilà, on essaye. Je crois que vraiment le message, c'est d'être en proximité des équipes et d'aller vers les professionnels pour s'adapter en fait. Hein. Parce que la plupart du temps, les professionnels au niveau de la vaccination, si on prend rendez-vous, ce jour-là, elles ne sont pas forcément prêtes, elles oublient, etc. Hein. Que de dire, le matin, je les appelle, voilà, j'ai sorti le vaccin, il est prêt pour toi, viens. Déjà, c'est pas pareil. Vous avez votre collègue qui vous appelle et qui vous dit, c'est maintenant, on vient. Vous venez, vous y allez. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question. C'est parce que du coup, ça, c'est possible parce que ceux qui ont refusé se sont signalés auprès de la direction. Comment c'est... On a la liste. Donc, on a la Ouais, mais liste comment s'est passé ce fait de dire si vous ne le voulez pas, il faut vous signaler en motivant. Alors, du coup, si c'est des raisons médicales, j'imagine qu'ils motivent juste pour raisons médicales. Enfin, comment s'est passé le fait que la direction demande en fait à avoir une motivation pour le refus du vaccin? Oui, alors la motivation, on ne l'a pas forcément, hein, parce que c'est juste, enfin, on a fait le choix que le professionnel envoie le message de non-souhait de vaccination à la direction. Donc, clairement, le directeur, il n'a pas à savoir les raisons. D'accord? Maintenant, c'est vrai que les professionnels, parfois, en fait, m'envoient un deuxième message pour m'expliquer que, non, là, ils vont pas se faire vacciner parce que, pour telle et telle raison. Mais il n'y a pas forcément il y a pas de demande de motivation médicale, surtout pas, hein. D'accord. Non, non. C'est plutôt une démarche spontanée des professionnels de chercher à se justifier. D'accord. Tout à fait. Oui, puis je crois comprendre, en fait, et ce qui je trouve assez malin, c'est juste pour commander le nombre de vaccins nécessaires. Donc, on va passer la commande, que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner se signalent. Et ça, je trouve que c'est particulièrement finaux parce que ça évite effectivement qu'on ait à se justifier, mais ça aussi oblige à ce qu'on fasse la démarche de dire, non, moi, cette année, je ne me vaccine pas. C'est ça que je trouve assez intéressant. Et la deuxième remarque, c'était sur vous dites effectivement, on a l'impression que, on l'a remarqué nous aussi hein, sur les équipes, l'information, les explications, vraiment, voilà, du phénomène de la vaccination, du phénomène de la grippe, etc. D'apporter ce que vous dites, une information d'une expertise extérieure, ça quand même, c'est important. Et ce n'est pas toujours possible parce que voilà, il faut que les gens soient disponibles. Mais à côté de ça, est-ce que vous avez des supports, des affiches enfin, est-ce que vous véhiculez finalement les informations de façon différente que celle d'une présentation qui pourrait être faite par un tiers, par un médecin, un spécialiste? Ouais. Alors, on a eu cette discussion-là dans le groupe de travail de l'ARS. Alors, c'est vrai que sur Château-Giron, par rapport à l'expérience qu'on en avait, on utilise assez peu de supports extérieurs. Voilà, ça reste des documents internes, des courriers adressés aux professionnels pour les inciter. Voilà. Après, ça reste. On a la fiche de la campagne vaccinale qu'on applique.
Voilà. Par contre, sur Saint-Hélier, effectivement, l'utilisation des outils extérieurs qui ont été mis en place là et diffusés par l'ARS, voilà, ça on les utilise. Après, un support de formation, tout fait, tout préparé et qu'on a juste à diffuser par un tiers, ça, on l'utilise assez peu, nous. Mais voilà. On adapte, en fait. L'idée, c'est d'adapter, parce qu'en fait, on a les ressources. Enfin, l'idée, c'est d'adapter la communication par rapport aux ressources de l'EHPAD. C'est vrai que sur Château-Giron, je suis présente et puis, voilà, pour le coup, je suis plutôt je suis engagée dans la prévention du risque infectieux et pour la vaccination des professionnels. Et sur Saint-Hélier, on a une autre organisation qui est vraiment supportée par l'infirmière hygiéniste, mais aussi par le service qualité en lien avec la maladie infectieuse. Le professeur Tadevin vient une fois par an faire une conférence en fait pour les professionnels euh, pour la vaccination, pour la grippe. Et pour le coup, ça a un impact, ça, auprès des équipes. Et donc là, on utilise assez peu des supports tout préparés. Mais maintenant, je pense que en fonction des ressources, voilà, c'est des bonnes aides. Alors, au CHU, on a ça. Oui. Faire équipe contre la grippe. Vous l'avez aussi, du coup, pour le côté équipe Alors, voilà, l'idée c'était ça dans le groupe de travail là de l'ARS. L'idée c'était effectivement de distribuer des badges aussi. Donc sur Saint-Hélier, on n'a pas le violet, mais ouais, il est beau. Mais effectivement, on en a un aussi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, j'en ai une pour Jean-Marc. Juste le VRS, pour l'instant, il n'y a pas du tout de recommandation de vacciner les soignants. Et est-ce qu'on a une idée, comme la grippe, de savoir si le vaccin est efficace en lui-même, même chez des patients d'EHPAD, ou si, comme la grippe, il faudra un jour passer par la vaccination des soignants? Est-ce que tu as une visibilité là-dessus? Ouais, c'est juste le dossier d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, qui effectivement a permis enfin, aux laboratoires qui ont développé les vaccins de faire des études de grande échelle pour évaluer l'efficacité vaccinale. Il faut savoir que souvent, ces données-là, on est plus on évalue la qualité, enfin la qualité de la vaccination sur la capacité de la vaccination à produire des anticorps. Donc, il y a toujours un petit gap entre la production des D'accord. anticorps et le fait de faire la maladie, et avec effectivement des personnes qui vont effectivement moins bien répondre de par effectivement l'âge ou l'immunodépression. Mais pour l'instant, on est sur des taux de couverture d'efficacité qui sont autour de 80% pour le VRS, avec un virus qui est quand même beaucoup plus stable que celui de la grippe, et donc qui permettrait quand même d'avoir une immunogénicité post-vaccinale, c'est-à-dire une capacité de se défendre après la vaccin qui va être quand même largement supérieure à celle de la grippe, qui, lui, est un virus qui change beaucoup d'une année sur l'autre et dont, là, effectivement, le vaccin, comme vous l'avez dit, docteur Hervé, peut parfois être un petit peu mis en défaut dans certaines années, quoi, de façon assez imprévisible. D'accord. Et donc, à terme, on n'ira pas forcément sur une vaccination saisonnière, si j'ai bien compris. Ce sera Oui, peut-être un vaccin comme le pneumocoque qu'on c'est fera ça. tous les 5 ans. C'est ça qui est assez intéressant. C'est un virus qui est qui donne beaucoup de problématiques. Et effectivement, le fait de vacciner, d'avoir un schéma vaccinal tous les 2-3 ans, ça semble effectivement assez intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Juste peut-être que ce que j'ai oublié, ce qui est important de considérer, c'est vrai, je lisais dans votre enquête, effectivement, sur le fait que je ne me sens pas forcément concerné par le vaccin ou je tombe jamais malade, etc. Il faut juste rappeler une des caractéristiques de la transmission de la grippe, c'est qu'on est contagieux 24 heures avant les symptômes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, donc on est bien sûr contagieux pendant les symptômes, mais effectivement, le fait d'être en incubation 24 heures avant fait qu'on est potentiellement contagieux. Et ça, c'est quand même important. Et la vaccination apporte quand même cette couverture et cette protection quand même
Si on ne déclare pas effectivement la maladie, on n'a pas cette période de vaccination, de contagiosité, alors qu'on est parfaitement asymptomatique, ce qui peut être quand même une source de démarrage d'épidémie majeure dans des collectivités, puisque la personne n'est pas malade, mais elle est contagieuse. Donc, il y a aussi un très fort argument pour la vaccination contre la grippe, de par cette modalité de transmission des personnes asymptomatiques juste avant qu'elles déclarent les symptômes. Merci. Oui. Juste parce que c'est vrai que j'ai parlé du taux de protection là, des professionnels et des résidents, hein, mais depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'épidémie de grippe au sein des 2 EHPAD, hein, quand même. Bah oui, C'est ça ça aussi la marche un peu quand même. finalité, hein. Ça, Bah oui, c'est- c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que j'ai oublié. c'est hyper important, hein. Oui, c'est vraiment un vaccin qui limite, hein, les épidémies. Ouais, merci, hein, c'est fondamental. Alors, merci beaucoup. On va libérer tout le monde. Moi, je voulais juste faire 2 petites annonces que je vous ai déjà mis dans le chat avant de vous libérer. Le premier, c'est sur une journée d'éthique qui est organisée par les REB, donc à la fois par les groupes, je vous mets l'affiche, les groupes Ethidom, donc sur réfléchir à l'éthique à domicile, et Ethicos, donc réfléchir à l'éthique en EHPAD. On s'est mis ensemble pour parler de la question de l'entrée en EHPAD avec cette question: vieillir à domicile est-il toujours un choix? C'est à la Maison des associations à Rennes, c'est pas cher. C'est encore moins cher si votre établissement adhère à l'EREB. En plus, le déjeuner est fourni. Voilà, avec des belles conférences, enfin des tables rondes, des conférences qui sont intéressantes le matin. Il y a en particulier Bertrand Cantin, qui est un philosophe qui est super intéressant, qui nous parlera de comment articuler liberté et vulnérabilité. Et puis l'après-midi, c'est plutôt des ateliers en sous-groupe avec des situations cliniques qui seront présentées, celui dont personne ne veut, vieillir à domicile, est-ce un choix pour les aidants? Enfin voilà, ce type de questions qui seront posées. Dans l'animation, il y aura Éric Appéré. Alors par contre, c'est plutôt les Brestois qui le connaissent. Il fait des dessins, si j'ai bien compris. Donc il y a une animation un petit peu ludique avec des dessins. Il reste des places, mais il en reste pas tant que ça. Donc je vous invite à, si vous, enfin voilà, je vous invite à partager d'abord l'information avec vos professionnels. Je vous ai mis le lien en haut du chat. Et puis pour ceux qui veulent s'inscrire, qui s'inscrivent rapidement parce qu'il ne va pas rester des places très longtemps. Et puis, deuxième information que je viens de mettre dans le chat aussi, c'est sur une étudiante de 3e année d'ergothérapie qui s'intéresse sur les chutes, qui s'intéresse aux chutes en EHPAD. Et nous, ça nous intéresse que les ergothérapeutes s'intéressent aux chutes en EHPAD. Donc, elle a fait un questionnaire, c'est pour son travail de mémoire, qui a diffusé dans les EHPAD. Donc, pour ceux qui l'acceptent, si vous acceptez de diffuser le lien à vos professionnels, ça l'aidera à faire son mémoire. C'est dans le chat aussi. Voilà, j'en ai fini. Je suis désolée du retard. J'ai pas été une très bonne timekeeper. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? L'actualité était riche. Eh ben, je vous remercie. Jean-Marc, si je peux te garder pour qu'on se fixe une autre date. Et sinon, je vous remercie. Merci beaucoup.